Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Ouverture officielle de la 3e édition de la Semaine nationale du handicap. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette réunion présidée par le Premier ministre. Et dans l'actualité internationale concernant le variant Omicron de la Covid-19, plusieurs pays européens renforcent leurs restrictions. Bonsoir à tous. L'Agence nationale des personnes handicapées a organisé ce matin au Palais du Peuple les Assises nationales du handicap avec pour thème s'engager pour le handicap, des assises qui vont durer jusqu'à demain, lundi 29 novembre. Cette réunion qui a vu la participation outre du Premier ministre, également plusieurs membres du gouvernement ainsi que du secrétaire général du gouvernement. Le handicap et la limitation des possibilités d'interaction de l'individu avec son environnement menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques, et plusieurs membres du gouvernement et hauts responsables ont intervenu durant ces assises. Le handicap est d'abord pensé comme relatif à une déficience provoquant une incapacité permanente ou non, puis il est redéfini relativement à une inégalité de moyens en intégrant l'idée que des interventions destinées à lever les obstacles environnementaux et sociaux sont nécessaires. Le Premier ministre, qui a présidé ces assises, a déclaré que le fait d'être handicap ne doit pas être considéré comme une faiblesse. Et de son côté, le directeur général de l'ANPH a remercié le Premier ministre, les membres du gouvernement ainsi que les officiels venus en masse à l'ouverture de la Semaine nationale du handicap. Et le secrétaire général du gouvernement, Al-Mis Mohamed Abdullahi, s'est également exprimé sur l'importance des personnes handicapées. Je vous propose d'écouter ses propos. Comme l'a souligné son Excellence le chef de l'État l'année dernière lors de la seconde édition de la Semaine nationale du handicap, les difficultés sont nombreuses. Et même si nous commençons à voir le regard de la société évoluer, même si aujourd'hui les personnes à besoins spéciaux ne sont plus cachées dans les familles néostracisées, les situations de détresse sont nombreuses et elles demeurent. Le mur de l'indifférence et des regards détournés est définitivement tombé et il nous reste à faire tomber le mur de notre égoïsme. Ces assises, donc, nous permettent, mesdames et messieurs, de revenir sur le chemin qu'il nous reste à accomplir. Il nous faut corriger ces années d'indifférence et adapter à nouveau notre environnement, à nous, mais aussi à tous ceux que nous considérons comme différents. Adapter notre environnement, c'est adapter nos écoles, adapter nos hôpitaux, adapter nos dispensaires, nos lieux de travail, nos bâtiments administratifs, mais aussi domestiques, nos mosquées, et aussi prévoir dans nos actions à venir le petit plus qui fera que plus personne ne sera oublié. Notre pays a accompli ces dernières années d'importants progrès pour les personnes à besoins spéciaux sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, Ismaïla Omar Guelleh. L'engagement de ne laisser personne de côté a été pris dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Pour cela, il faut non seulement que la loi relative aux droits des personnes handicapées soit appliquée partout et de manière systématique, mais également que les opinions et les préoccupations des personnes handicapées soient prises en compte dans nos politiques et dans nos programmes nationaux. Écoutons à présent l'intervention du ministre de la Défense, Hassan Omar. Qu'on doit accueillir avec plaisir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cela étant, je voulais remercier Monsieur le Président. Il a tout fait, le Président de la République, pour ne pas rattacher cette agence à un autre ministère. Il l'a rattaché à la présidence. Et c'est là pour suivre de près ce problème-là. L'handicap est parfois moral, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'un handicapé, à cause de cet handicap, son moral doit être touché. Vous avez un exemple devant vous, un ministre de Défense handicapé qui gère la sécurité de ce pays. Donc, il faut que les handicapés se considèrent comme un homme normal et qu'il peut faire tout. Moi, je me rappelle d'un handicapé, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était garagiste. C'était le meilleur garagiste. C'était l'un des meilleurs garagistes. À Tadana, il avait que la main gauche. Marca, je pense sincèrement, on doit faire tout. C'est vrai que cette organisation n'existait pas auparavant.
Il fallait que le président de la République, Ismaël Omar, vienne au pouvoir pour créer cette énergie. Maintenant, la volonté politique est là. Moi, je sais personnellement ce que pense le président de la République et ce qu'il souhaite pour les handicapés. Maintenant, il faut qu'on l'aide, nous, de notre part. D'abord, appuyer cette organisation. Vous avez un directeur, vraiment. Dans les autres pays, le directeur d'une organisation n'est pas un handicapé. C'est un homme normal, quoi, qui ne connaît pas le problème des handicapés. Alors qu'ici, nous avons choisi un directeur handicapé. Parce que lui-même, il est concerné. Et lorsque la personne est concernée, il a plus de volonté. Et de son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui a présidé donc ces assises, s'est réjoui de la tenue de ces dernières. On l'écoute. C'est un plaisir de présider cette première journée des assises nationales sur la question de handicap à Djibouti et de ses droits au niveau national. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la présentation qui a été faite et les différentes interventions. Nul doute aujourd'hui des efforts consentis par le gouvernement pour renforcer notre système juridique et institutionnel en faveur de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées. Nul n'ignore également que notre rôle est de nous assurer que toutes les personnes en situation de handicap et leurs familles doivent bénéficier et exercer leurs droits des citoyens sur un pied d'égalité. Et enfin, nul ne reste insensible à l'engagement de toutes les parties prenantes dans la mobilisation des ressources pour rendre effectives les axes et actions édictés par la stratégie nationale du handicap que nous avons récemment adoptée. Mesdames et messieurs, parlant de cette stratégie nationale du handicap, c'est un premier document qui compile et regroupe en synergie toutes les actions et les objectifs dédiés au développement inclusif de la question du handicap. Cette inclusion se traduit dans les étapes de la vie, de la scolarisation à l'insertion professionnelle de la personne à besoins spéciaux, en passant toutes les étapes de l'accès aux services sociaux de base, la santé, le logement, mais également leur épanouissement à travers le loisir, l'art, ainsi que leur formation et leur professionnalisation dans le monde des sports, du numérique et de l'innovation. Je ne reviendrai pas sur les différents axes que je viens de citer, mais je féliciterai tout d'abord les initiatives entreprises depuis 4 années par l'Agence pour leur dévouement à mener à bien et au mieux cette mission qui est d'ordre certes institutionnelle, mais surtout humaine. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel a effectué aujourd'hui une visite des navires acquis par la Marine nationale amarrés aux quais 1 et 2 du port. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli sur les lieux par le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées, ainsi que des représentants des autorités du port. Le Premier ministre donc a effectué la revue des troupes composées des éléments de la Marine nationale.
Par la suite, donc, ont été mis à l'honneur les attachés de défense militaire près de nos ambassades qui officient dans les pays amis avec lesquels Djibouti entretient des relations diplomatiques. Ces attachés de défense opèrent en Arabie Saoudite, aux États-Unis, en France, en Russie, en Somalie, au Kenya, au Soudan, en Éthiopie, au Maroc, en Égypte et enfin en Chine. Au total, nos militaires sont présents dans 11 pays. À l'issue de la revue, le Premier ministre a effectué la visite des navires, particulièrement ceux qui ont été pilotés depuis le port du Cape Town en Afrique du Sud. De ce fait, le commandant du bord, le capitaine Saad Suleiman, a briefé le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait sur les caractéristiques des navires, leur vitesse et leur fonctionnement. Le Premier ministre a pu apprécier donc ce bijou de technologie fleurant de la Marine nationale qui va concourir au maintien de la sécurité maritime et d'assurer la projection de nos forces et de participer dans la lutte contre la piraterie et la protection de la flotte marchande. L'Agence nationale des personnes handicapées a procédé à l'inauguration de son antenne régionale au sein du CDC de la région d'Arta, une inauguration qui s'est déroulée en présence du directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, et des responsables de l'ANPH qui ont été reçus par le préfet de la région et les autorités régionales. L'installation de ces antennes régionales s'inscrit dans une politique de proximité et de décentralisation de services, les missions principales étant donc de mieux accompagner les personnes handicapées dans la promotion et la protection de leurs droits, assurer la réadaptation et la réhabilitation des personnes handicapées afin de leur permettre d'atteindre un niveau d'autonomie aussi élevé que possible dans leur vie. Écoutons à présent l'intervention ou donc l'impression de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Merci avec vous tous pour l'ouverture de l'antenne de la région d'Arta, une antenne qui sera totalement dédiée aux personnes à besoins spéciaux et qui va servir de déconcentration pour la grande agence nationale qui est donc dans la capitale. Je tiens surtout à saluer et vraiment à féliciter l'excellent travail que fait Doualé depuis 3 ans maintenant. Il est coréam dévoué à ce que les personnes à besoins spéciaux aient les mêmes droits que tout le monde. Et l'inclusion des personnes à besoins spéciaux est une priorité de la feuille de route du président de la République, aussi bien au niveau de l'éducation nationale que par exemple dans tous les autres domaines, en insertion professionnelle aussi. Beaucoup de choses ont été faites. Donc nous sommes honorés de contribuer à notre tour pour que les CDC qui font de travaux de développement communautaire puissent accueillir aussi les personnes à besoins spéciaux et permettre le rapprochement entre le service et les personnes bénéficiaires. Donc je peux dire que c'est une antenne qui va beaucoup travailler et qui va permettre non seulement l'enregistrement, mais aussi la mise à disposition de tous les services qui sont dédiés aux personnes à besoins spéciaux. Le ministère de l'Énergie a organisé ce matin une réunion de travail avec la délégation du programme d'électrification durable au Palais du Peuple. L'objectif consistait donc à construire des infrastructures des réseaux électriques dans les quartiers de la capitale et dans les régions de l'intérieur et de donner aussi l'accès donc à l'électricité à la population de la République et en particulier les familles les plus vulnérables. Le projet POD convergera vers la mise en œuvre d'un programme national d'électrification durable pour accompagner les efforts du gouvernement de Djibouti visant à atteindre
atteindre un taux d'électrification le plus proche à l'horizon 2035. Cette réunion a été présidée par le ministre de l'Énergie et a vu la participation de la ministre de l'Habitat, de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité et du directeur adjoint de l'EDD et des responsables des départements concernés. Écoutons donc à présent les réactions donc, du ministre de l'Énergie. Ce matin, dans cette salle du Palais du Peuple pour faire la réunion du comité de pilotage des projets d'éducation durable. Ces projets menés par l'électricité de Djibouti pour un branchement des 14 000 foyers sur une durée de 4 ans. Nous arrivons aujourd'hui au milieu du projet. 2 ans sont écoulés et nous avons fait le point. D'abord, de tout ce qui a été fait et tout ce qui reste à faire. Honnêtement, il reste beaucoup de choses à faire parce que les contraintes de l'EDD sont multiples. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais aussi beaucoup de contraintes à lever. Parce que ce projet, d'abord, initialement prévu pour la ville de Djibouti et les 5 régions, rentre et interface avec les autres départements qui sont d'abord pour les routes l'ADR ou du ministère des Transports, pour la ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, aussi parce que tout ce qui est de l'urbanisation de la ville de Djibouti, mais aussi du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police, de la préfecture et des arrondissements, mais aussi du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, qui est très important, et parce qu'il nous donne une liste des familles vulnérables qui doivent être branchées. Dans ces projets de 14 000 foyers, 4 000 foyers sont des foyers vulnérables qui doivent être listés par les ministères des Affaires sociales et de Solidarité. Et honnêtement, comme je vous ai dit, nous avons encore 2 années qui nous restent, mais 2 années de travail. Nous avons à ce jour branché plus de 4 000 foyers, ce qui n'est pas l'objectif fixé. Et ce communiqué qui nous est parvenu de la Banque centrale de Djibouti et qui rappelle donc aux candidats retenus à participer au concours de recrutement organisé par la Banque centrale de Djibouti pour les postes de cadre supérieur qu'ils doivent se présenter le 8 décembre prochain à 8 h au siège de l'Institut des études diplomatiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les candidats devront se présenter au moins 15 minutes à l'avance au ministère et se munir d'une pièce d'identité valide. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre de ces activités de soutien et de renforcement des programmes de santé au niveau des pays de la région, le secrétariat de l'IGAD, à travers la division de la santé et du développement social, donc, a invité les responsables des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, point focal pour l'élimination du paludisme, ainsi que les experts des organisations Roulback Malaria, du groupe ALMA et de l'OMS pour une réunion de consultation régionale de 2 jours et donc dans la ville d'Arta. La consultation, entre autres, sera l'occasion de présenter l'état de préélimination et d'élimination du paludisme dans les pays de l'IGAD et une présentation relative au domaine de coopération prioritaire du protocole d'accord tripartite. Enfin, les partenaires techniques de l'IGAD devraient également présenter leur soutien technique pour l'opérationnalisation des protocoles d'accord signés conformément au domaine prioritaire du pays. Les résultats attendus de cette consultation régionale pour contrer le paludisme visent notamment la coordination et la collaboration entre le consortium régional de lutte contre le paludisme et les programmes nationaux de lutte contre le paludisme qui seront établis et renforcés. Et la directrice de la santé et du développement social de l'IGAD, Fathia Bakr Alouane, a dans son allocution mis en exergue les résultats attendus de ces consultations. Ils doivent permettre une meilleure coordination et collaboration entre le consortium régional de lutte contre le paludisme, mais aussi les programmes nationaux de lutte contre le paludisme qui seront établis. Plus loin, elle a souligné la stratégie commune qui doit permettre de pallier l'actuel état donc, de la mise en œuvre des actions pour l'élimination du paludisme dans chaque État membre de l'IGAD, une identification des axes prioritaires pour l'élimination du paludisme dans les pays et enfin la mise en place d'un plan de travail tripartite réaliste avec un jalon de réunion de suivi conformément au protocole d'accord signé.
Écoutons à présent d'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé. Le paludisme, la maladie qui tue le plus, notamment au niveau des pays sous-développés. Et ça touche surtout les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans. Et il nous paraît important de souligner que nos engagements doivent rester le même en période de pandémie. La réunion d'aujourd'hui et de demain va souligner l'importance de mettre ensemble les différentes expériences de programmes de lutte et nous allons essayer de voir comment on peut collaborer pour lancer le programme d'élimination de paludisme, même si l'horizon est loin d'être atteint. Je voudrais également dire que le ministère de la Santé et Djibouti fait un grand progrès dans la lutte contre la maladie, mais il est encore tôt pour parler de l'élimination. Nous devrions d'abord lutter contre les vecteurs de paludisme et puis avoir l'accès au traitement contre le palu. Nous avons un programme qui est important, mais actuellement, avec les difficultés dues à la Covid-19 nous avons rencontré ces 2 dernières années quelques difficultés, mais la diminution de la pandémie dans nos régions fait que maintenant nous relançons nos activités et nous pensons que nous allons assister à une diminution des cas de paludisme. Dans l'actualité également, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, et l'inspectrice générale de l'enseignement général, Mounes Maïl Abdou, ont lancé hier avec le responsable du Centre régional francophone pour l'Afrique les travaux de la mission d'expertise en appui au renforcement des capacités de l'inspection générale de l'enseignement général et à la professionnalisation des conseillers pédagogiques dans le domaine de la formation de proximité. Cette expertise est appuyée par le CREFA, qui est un dispositif de l'Organisation internationale de la francophonie et dont le siège est à Djibouti. Cette mission d'expertise comporte une phase préparatoire, des observations de terrain, des investigations, des focus group, l'administration de questionnaires et des ateliers de travail avec les inspectrices, les inspecteurs et les conseillères et conseillers pédagogiques, travaux desquels résulteront l'élaboration d'un master plan et la conception d'outils visant la professionnalisation des conseillers pédagogiques dans leur mission cœur de métier. L'expert international accompagnant ces travaux, expert donc international spécialiste en ingénierie de travaux, de projets, en éducation, de formation, politique publique et éducative, ancien conseiller pédagogique et fin connaisseur du système éducatif djiboutien, il a mené de multiples expertises internationales à Djibouti et dans la sous-région. De cette mission d'expertise qui est appuyée par le CREFA. Je suis également très honorée, très ravie d'avoir un expert international qui est d'origine djiboutienne et qui était un ancien du ministère de l'Éducation et qui était lui-même conseiller pédagogique. Je crois que tout cela, c'est vraiment une plus-value à ce travail-là. Donc ce matin, c'est vraiment, comme je disais, la plénière d'ouverture. Nous amorçons le travail, la réflexion et puis s'en suivra donc une mission d'observation et d'investigation de l'expert sur le terrain. Il va avoir vraiment voir comment se fait ce travail de conseil pédagogique, les différentes activités qui sont réalisées. Et puis ce travail-là va se clôturer par des ateliers, ici même à l'inspection générale, en vue de justement de mutualiser les pratiques et puis d'aller vers une conceptualisation et la définition d'outils qui permettront donc, ce que je disais, ce renforcement des capacités et ces outils qui permettront de suivre et d'accompagner ce travail-là. Alors, je viens ici en tant qu'expert international pour appuyer la professionnalisation des conseillers pédagogiques. Donc, je remercie l'inspection générale et puis le MENFOP de m'avoir invité dans cette mission. Le rôle des conseillers pédagogiques, c'est un rôle central. C'est ce maillon qui fait courroie de transmission entre les élèves et l'institution. Donc, c'est une mission centrale. Les améliorations que nous apportons à tous les échelons, qui doivent apporter à tous les échelons du ministère, elles n'ont qu'un seul but, c'est d'améliorer les résultats des élèves. Donc l'idée, c'est de travailler sur ça. Écoutons à présent l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Les ministres ont décidé
que chaque fonction qu'une personne va occuper, elle doit être formée, une formation initiale et ensuite une formation continue. Et donc la formation ou l'auto-formation est quelque chose de très important. C'est pourquoi donc l'inspectrice générale a décidé de mettre en place cette première formation avec l'appui du CREF pour justement identifier tous les besoins en formation des conseils pédagogiques. Les conseils pédagogiques et les inspecteurs nécessitent des formations continues. Tous les jours, on apprend quelque chose. Et ça, je pense que c'est très important. Si on part avec cet état d'esprit, on progresse et on produit quelque chose et on aide aussi les autres. Et donc, le métier du conseil pédagogique, les inspecteurs aussi encadrent, c'est un métier central qui permet aux enseignants d'améliorer leur pratique des classes. Et par conséquent, donc, lui-même, il doit avoir une conscience de son acte pédagogique, mais aussi une conscience que son acte va apporter quelque chose à l'élève, parce que nous sommes tous au service de l'élève. Du ministre jusqu'au simple fonctionnaire du ministère, nous sommes tous au service de l'élève. Si les élèves ne réussissent pas, ça veut dire que nous avons tous échoué. Je parle avec le cœur parce que je sais qu'on a aujourd'hui la possibilité de transformer notre pays, et avec l'éducation. Et c'est grâce à vous. Honnêtement, c'est grâce à l'inspection générale de toute la chaîne. La partie la plus reluisante, c'est la pédagogie, c'est ce qui encadre, ce qui innove, ce qui produisent et ce qui permettent aux élèves d'avancer. Parce que c'est ça. Vous donnez aux élèves de pouvoir avancer et de pouvoir transformer leur vie. Dans le cadre du projet Mon école à moi, la 3e journée citoyenne de l'année scolaire 2021-2022 a démarré hier donc dans tous les établissements scolaires de la capitale et des régions. Cette journée a mobilisé les parents d'élèves, les enseignants, les élèves et de nombreux volontaires qui sont venus prêter main forte aux opérations de nettoyage, mais aussi la prévention contre la pandémie de la Covid-19 et la sensibilisation aux valeurs civiques et citoyennes. Les activités prévues donc se sont articulées autour d'une thématique centrale, à savoir l'éducation et la culture de la paix et l'appropriation des valeurs citoyennes et patriotiques en marge des activités de nettoyage et de jardinage. Dans le respect des gestes barrières, l'accent a été mis sur une thématique spécifique, la préservation de la paix. Les parents, enseignants, élèves, tous étaient au rendez-vous donc de bonheur pour le bien-être de leur établissement. A également porté aujourd'hui sur le thème très important qui est la paix, les valeurs de la paix. Aujourd'hui, un autre point a été mis l'accent, c'est la paix, les valeurs de la paix. Et il y a eu des débats entre les élèves, il y a eu des débats avec les enseignants, il y a eu également des discussions et des sensibilisations avec les parents qui ont porté sur les valeurs de la paix. Cette journée permet d'enraciner chez les enfants, chez les tout jeunes, l'importance des valeurs citoyennes, la paix, la fraternité, la concordance et les échanges et le partage. Donc c'est une journée à la fois citoyenne, une journée à la fois où parents, enseignants et élèves participent aux actions de nettoyage, aux actions de réparation des petites portes ou fenêtres cassées. Mais en fait, c'est une journée qui permet à l'établissement de retrouver un cadre de travail agréable pour les enfants et pour tous les usagers de l'école. On a le plaisir de voir un établissement fleuri avec des arbres, de la verdure et que tout citoyen djiboutien souhaiterait mettre ses enfants. Merci. Dans l'actualité également, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdallah, a présidé la cérémonie de clôture de la réunion du 6e comité de pilotage de l'initiative de la Grande Muraille Verte au Palais du Peuple. Objectif de ce 6e comité de pilotage est de fournir donc les États membres et les principaux partenaires de mise en œuvre pour faire le bilan des 2 dernières années et tracer la voie pour les prochaines. Il convient de noter donc que la Grande Muraille Verte est l'initiative phare de l'Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique. L'initiative a pour but de transformer la vie de millions de personnes en créant une mosaïque d'écosystèmes verts et productifs en Afrique du Nord, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique.
Le directeur général par intérim de la radio-télévision de Djibouti, Adan Abdi Jama, a participé ce matin à la première réunion via vidéoconférence du comité de développement de l'Union de la radio et de la télévision des pays islamiques. Cette réunion fait suite aux recommandations des 6e et 7e réunions du conseil exécutif de la Fédération de l'Union des radios et télévisions des pays islamiques. La première réunion du comité de développement de l'Union et des radios et télévisions islamiques a porté sur 4 points principaux dans le plan de développement de l'Union dans les prochaines étapes. Il convient également de noter que cette réunion a également abouti à ce que la radio-télévision de Djibouti intègre pour la première fois comme membre du comité de développement de la Fédération des radios et télévisions des pays islamiques. C'est lors de la dernière assemblée générale qui s'est déroulée le 16 novembre dernier que le comité de développement de l'Union des radios et télévisions islamiques a vu le jour et présidé par le ministre de la communication du Royaume d'Arabie Saoudite et aussi président du conseil exécutif de l'Assemblée générale, Dr Majid bin Abdullah Al-Qasabi. Le comité de développement de l'Union est composé des pays tels que l'Arabie Saoudite, la Palestine, l'Égypte, la Tunisie, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, la Jordanie et Djibouti. Dans le cadre des efforts visant à rapprocher les soins médicaux spécialisés de la population des régions de l'intérieur, l'hôpital Ar-Rahma de Balbala a organisé le vendredi dernier une caravane médicale dans l'hôpital régional d'Ali Sabié, caravane médicale qui est 8e du genre et qui a été organisée sous la tutelle du ministère de la Santé en présence notamment du directeur de l'hôpital Ar-Rahma, des hauts responsables du bureau régional de l'ONG Ar-Rahma à Djibouti ainsi que des responsables de cet édifice médical d'Ali Sabié. Ce convoi comprenait 6 spécialités dont la médecine interne, l'ophtalmologie, la gynécologie, l'obstétrique, l'ORL et la pédiatrie. Les habitants de la ville d'Ali Sabié et des environs sont venus nombreux pour profiter de cette caravane, rappelant que cette initiative vise principalement à fournir une couverture sanitaire à la population ainsi qu'à transférer les cas difficiles à l'hôpital Ar-Rahma de Balbala pour compléter le traitement. Enfin, il convient de noter que l'hôpital Ar-Rahma a organisé un convoi médical similaire au début du mois de novembre dans la localité de Damerjoug, dans la région d'Arta. Après les étapes de la région de Tadjoura, direction, les caravaniers du mouvement de la jeunesse unie et indivisible ont posé leurs valises à Ali Sabié. C'est dans la salle de réunion du conseil régional que les jeunes caravaniers ont été reçus par les autorités locales sous le thème du volontariat, de la citoyenneté, du patriotisme et de la cohésion sociale. Et cette caravane qui a pour objectif d'inculquer et dans l'esprit des jeunes d'Ali Sabié les vertus de la citoyenneté, du patriotisme, du civisme et du volontariat afin de faire des jeunes et des citoyens responsables, des patriotes avec un idéal de paix et d'unité, de promouvoir le volontariat et la cohésion sociale. Des échanges sincères concrets et pleins d'objectifs ont marqué cette deuxième sortie de cette caravane qui vise à fédérer la jeunesse et à la rendre plus responsable. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, après Ali Sabié, direction Tadjoura, où dans le cadre de la journée mondiale de l'enfant, le comité de sensibilisation contre la Covid-19, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé une soirée de sensibilisation contre la propagation de la Covid-19 au sein du complexe sportif de la Ville Blanche. Après avoir sillonné les différents quartiers de Tadjoura, les comités de sensibilisation ont saisi cette opportunité pour informer et sensibiliser la population sur l'importance de se faire vacciner et de se protéger en respectant les gestes barrières. Rappelons que cette soirée de sensibilisation a été marquée par la présence de nombreux jeunes de Tadjoura et le comité de sensibilisation et dont les membres ont pris la parole, ont mis l'accent sur l'importance de se mobiliser pour faire face et convaincre finalement la pandémie de la Covid-19. Et là, nous passons à l'actualité internationale concernant le variant Omicron. Plusieurs pays européens renforcent leurs restrictions alors que plusieurs contaminations au variant Omicron ont été recensées en Europe. De nombreux pays renforcent leurs restrictions. Le Royaume-Uni, par exemple, durcit les mesures d'entrée sur son territoire. 10 États africains ont déjà été placés sur liste rouge et seuls les résidents britanniques originaires de ces pays sont autorisés à rentrer au Royaume-Uni. Par ailleurs, de nombreux et nouveaux tests seront demandés dès dimanche à tous les voyageurs. En Italie, un premier cas du variant Omicron a été détecté hier. Cette nouvelle mutation est suspectée par certains scientifiques d'être plus dangereuse car plus contagieuse et plus résistante. Des tests sont actuellement en cours pour vérifier ces hypothèses. Plusieurs villes comme Bologne
Bologne, Milan et Bergame ont déjà réintroduit le port du masque en extérieur. Rome envisage d'en faire de même dès le mois de décembre. Et en Allemagne, les autorités bavaroises ont confirmé hier avoir détecté les 2 premiers cas de contamination variant Omicron du pays chez des voyageurs arrivés d'Afrique du Sud à l'aéroport de Munich. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention.